après cette session d'allocution d'ouverture, nous passons aux conférences inaugurales. Cette session va être modérée par Rahma Bouqiya, professeuse de sociologie, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, avec la participation de Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question de la violence contre les enfants, Madame Najat Mjid Mala, Madame Tracy Vaillancourt, professeure titulaire, présidente de la chaire de recherche Tier 1, faculté de l'éducation universitaire Ottawa, Canada, et Monsieur Hicham Mansour, directeur de l'Instance nationale d'évaluation, et Ria Sharafi, spécialisée dans la recherche, spécialiste enquête et analyse, Instance nationale d'évaluation. Ria Sharafi. Sayyid Raïs. Monsieur le Président, Madame la représentante de l'UNICEF au Maroc, Madame la représentante de l'ONU, représentante spécialiste du secrétaire général de l'ONU, Monsieur le directeur de l'Instance nationale d'évaluation, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, chère audience. Tout d'abord, je suis honoré de présider cette session, de revenir à cette thématique, revenir à ce bâtiment où j'ai travaillé pendant des années et de présider cette session qui est consacrée bien sûr aux thématiques concernant la violence contre les enfants et la violence scolaire. Et pour être concise, je vais donner directement la parole à Madame Najat Mjid, représentante spécialiste du secrétaire général de l'ONU chargée de la question de la violence contre les enfants. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Rahma. À être ici. Bravo, Youssef, Sheima, Mehdi et Doha. Bravo. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'aime pas beaucoup les protocoles, je pense que tu me connais. Donc on va raccourcir ça. Mais vous dire que je suis très très ravie d'être là aujourd'hui avec beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que je connais. Ça me vieillit, mais c'est pas grave. Mais ce qui me rend triste, je vais vous être très franche avec vous, c'est que c'est un débat qu'on répète. Et c'est pas la première fois qu'on le fait. Et je pense que là, franchement, j'espère de tout cœur que ce colloque ne sera pas encore une réunion où on se congratule et on répète et on répète et on n'agit pas. Et je pense que les enfants ont dit une chose très importante, c'est la confiance dans les institutions. Et ça, de par le monde, les enfants perdent de plus en plus confiance dans les institutions. Et je pense que là, très honnêtement, je pense qu'on a tous les ingrédients. Alors je vais essayer juste de vous dire pourquoi pour moi, vous dire que je suis ravie d'être là et je remercie les organisateurs de l'avoir fait et je remercie aussi, je suis ravie qu'il n'y ait pas uniquement le colloque pour discuter les résultats de l'étude dont j'ai eu le plaisir de prendre connaissance, mais aussi de mélanger et d'avoir tout ce mélange de connaissances et de pratiques. Et j'espère que ça aboutira à des choses beaucoup plus concrètes. Mais je veux dire que ce colloque n'a jamais été autant d'actualité, vu l'urgence, mais une urgence, d'investir dans un environnement scolaire protecteur. Je vous rappelle que d'ici 2030, que nous sommes tous engagés, tous les États, dans l'agenda
de développement durable 2030. Et une des promesses faites aux enfants, c'est mettre fin à toutes les violences dans toutes les institutions, y compris l'école, et d'assurer une école de qualité. Je vous rappelle aussi que ce qui est important dans l'agenda 2030, c'est aussi l'égalité, c'est la lutte contre les discriminations genre, c'est la lutte contre les violences. Donc clairement et nettement, on a à peu près 6 ans pour atteindre cet objectif et on est très loin de l'atteindre. Donc l'horloge tourne. Et pour moi, la question aujourd'hui qui se pose et que je pose partout, pas uniquement au Maroc, c'est que faire pour que ces promesses qu'on fait ne sont pas uniquement des slogans et comment on les traduit en actions concrètes. Et je crois que c'est vraiment la question de fond, c'est de sortir des mots, des concepts en traduction d'actions concrètes. Alors, mettre fin à la violence ne peut pas attendre. Pourquoi? Comme tu l'as dit, chaque enfant a le droit d'aller à l'école sans être confronté à la peur et à la violence. Mais malheureusement, pour des millions d'enfants dans le monde, l'école est synonyme de violence. L'école, à l'intérieur, mais aller vers l'école ou en sortir. Et selon les récentes estimations de l'UNESCO, avril 2023, juste pour vous dire que de par le monde, 246 millions d'élèves subissent des violences dans et aux alentours des établissements scolaires. Chaque mois, un élève sur 3 est victime de harcèlement scolaire dans le monde. De plus, près d'un élève sur 3 est agressé physiquement au moins une fois dans l'année. Et un enfant sur 3, entre 13 et 15 ans, est victime de cyberharcèlement. Donc c'est énorme. Et la violence scolaire, comme l'a justement dit Monsieur le Président, elle revêt plusieurs formes qui sont interreliées. Et c'est ça qui est important. Le même enfant peut être victime de plusieurs formes de violence, de manière consécutive ou de manière simultanée. La violence physique y inclut les châtiments corporels. Et on doit se poser les questions, pourquoi malgré toutes les lois sur les châtiments corporels et toutes les formations sur les disciplines positives, pourquoi elle est toujours utilisée? La violence psychologique, émotionnelle, parce qu'on a parlé de dignité, je pense que c'est très important. La violence sexuelle, la violence basée sur le genre, et on aura le plaisir d'en parler tout à l'heure, je ne sais pas le plaisir ou le déplaisir, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, qui est une des préoccupations prioritaires pour les enfants, les parents et les enseignants. Et ces violences sont subies par les élèves, contre les élèves, par les élèves, mais aussi beaucoup par le corps enseignant ou le staff, et aussi par d'autres membres. Les violences scolaires, il ne faut pas oublier que de par le monde dans la définition, elles incluent aussi les fusillades, et j'espère que ce ne sera jamais le cas ici, dans les établissements scolaires, par des élèves ou des adultes étrangers à l'école, mais aussi sans oublier, dans les violences scolaires, on inclut aussi toutes les attaques contre les écoles, de par le conflit. Et malheureusement, on le voit, ça s'exacerber de par le monde, dans toutes les régions, que ce soit dans le Sahel, en Ukraine, mais réellement ce qu'on voit aujourd'hui au quotidien dans Gaza, juste montre clairement que la violence contre les enfants, où qu'ils soient dans les écoles, est un problème mondial et véritablement, la violence devient une pandémie. L'autre point que vous avez soulevé, c'est que la violence a un impact considérable sur le développement, l'éducation, le bien-être physique et mental des enfants. Les conséquences peuvent durer toute une vie et se transmettre de génération en génération. Et j'espère que Dr Reizan Benjelloun le soulignera et j'en suis certaine. Et les enfants victimes de violences scolaires, et plus particulièrement de harcèlement et cyberharcèlement, sont sujets, tu me corrigeras si j'ai tort, à l'anxiété, à la dépression et aux idées suicidaires. Et malheureusement, il y en a qui réussissent leur suicide. Les enfants victimes ou témoins de violences à l'école sont plus à risque d'absentéisme scolaire, de mauvais rendement scolaire, voire d'abandon scolaire. Beaucoup d'enfants ne signalent pas les violences à cause des tabous et du stigma qui entourent certaines formes de violence, particulièrement notamment les violences sexuelles et le cyberharcèlement chronique, ou par crainte aussi de représailles. Beaucoup d'enfants ne signalent pas les violences parce qu'ils n'ont pas accès à des mécanismes, ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas le soutien, le problème de la confidentialité, de la protection. Donc c'est dire l'urgence de mieux prévenir et de répondre à la violence scolaire pour tous les enfants, et ce dès la petite enfance. On ne parle pas des enfants uniquement primaires, et tout au long du cursus scolaire, réellement se sentent protégés, en sécurité et finalement apprennent mieux. Le deuxième message que je veux passer, c'est que mettre fin à la violence, c'est un investissement judicieux. Outre le coût humain, un énorme tribut financé et payé par les victimes et les sociétés, comme en témoigne la récente étude réalisée par la Banque mondiale en 2021, qui souligne que la violence dans les écoles, tenez-vous bien,
entraîne une perte de revenus de 11 000 milliards de dollars. 11 000 milliards de dollars. C'est dommage que le ministère des Finances soit pas là. Les enfants victimes de violences risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel, on le sait, en matière d'éducation et de santé, ce qui limitera leurs revenus et leur productivité. L'autre point qui est important, c'est bien de transformer l'école, mais tous les investissements qu'on fait dans les établissements scolaires et l'éducation ne sont pas pertinents si on n'investit pas dans la protection et si on ne lutte pas pour un environnement sain et protecteur. Donc investir dans la protection et le bien-être des enfants et ceux dès le plus jeune âge, selon cet axe, cette approche basée sur le cycle de vie, juste pour vous dire, elle apporte un triple dividende de bénéfices aujourd'hui, dans la future vie d'adulte et pour la prochaine génération d'enfants. Enfin, je peux vous dire que mettre fin à la violence scolaire est possible et réalisable. Nous en connaissons les causes. Nous avons une bonne connaissance, et on en parlera aujourd'hui, des solutions qui ont fait leur preuve de par le monde, en prévention, en lutte contre la violence basée sur le genre, en matière d'efficacité et de rentabilité. Et on aura beaucoup d'exemples, Good School Toolkit, Roots en Indonésie, Kiva et beaucoup d'autres. Il y a Safe to Learn et au Maroc, partout, il y a beaucoup d'aide. Le problème, c'est pourquoi nous ne progressons pas? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est la question de fond qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que, très honnêtement, chacun travaille en silo. Et le problème, c'est comment on switch dans cette approche qui se veut intersectorielle. Et c'est ce qu'on appelle l'approche éducative globale. Oh, elle est facile à écrire, mais oh, combien complexe à mettre en œuvre. Parce que le problème, ce que ça exige et les éléments que ça requiert, c'est que clairement et nettement, le droit à l'éducation de l'enfant étant interconnecté avec le droit à la protection, avec le droit à la survie, les droits sont interconnectés. Donc, clairement et nettement, la protection de l'enfant et du bien-être implique tout le monde. Mais impliquer tout le monde ne veut pas dire on fait des déclarations, c'est qui fait quoi et quels sont les mécanismes de suivi et de reddition des comptes. Parce que c'est le vrai débat de fond. La question de fond aussi, on sait qu'il faut un leadership politique. Il faut, et ça, vous l'avez. Le deuxième point, le leadership politique doit se traduire en moyens concrets. Il faut des enseignants forts, formés à la discipline positive, aux compétences socio-professionnelles, socio-émotionnelles. On sait que aussi, ce qui est très important, c'est avoir dans le climat, dans l'environnement scolaire, tant au sein de l'école que dans le climat, une ambiance saine, protectrice. Ça veut dire des curricula de qualité. Ça veut dire aussi bannir, n'est-ce pas Amina, tous les stéréotypes genre, puisque je sais qu'on va en parler beaucoup, et comment aussi réellement promouvoir cette culture de la non-violence et de manière comment asseoir la discipline positive. Tout ça, c'est des questions qu'on a, mais le vrai débat de fond, c'est comment on va l'ancrer. L'autre point, on sait aussi qu'il faut, et vous l'avez souligné, des mécanismes de signalement. Et je vous rappelle qu'il y a eu déjà des cellules dans les écoles marocaines. Là, je zoome sur le Maroc, je suis désolée, mais ça, c'est important pour moi. Mécanisme de signalement, le problème, c'est pas construire des murs, c'est aussi avoir des personnes qui soient là, outillées et qui répondent. L'autre point, vous avez un dispositif de protection qui est en cours par un ministère, vous avez un autre dispositif qui est en cours par un autre ministère, vous avez... Le lien, c'est comment faire réellement ce circuit. L'autre point qui est important et dont on ne parle pas beaucoup, et je pense que c'est important, c'est tout le lien avec la digitalisation et l'éducation numérique. Et il faut réellement outiller les enseignants, les enfants. Les enfants sont très avancés là-dessus, les parents aussi, en matière de protection sur l'environnement, dans l'environnement digital. Et il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc on peut y aller. L'autre point qui est important, on dit une forte implication de toute la communauté, une école ouverte sur son environnement. C'est comment on implique les familles, quel est le lien? On a des associations de parents d'élèves, est-ce qu'on les utilise réellement comme il faut? Comment on intervient? Et mon point qui est capital et qui est, pour moi, c'est comment on intègre les enfants, partie de la solution. Et je suis ravie aujourd'hui de vous entendre. Je suis ravie de vous avoir à bord. Et j'espère que ça ne va pas être qu'un show. Et je sais que vous avez été interviewé pour l'étude. Je sais que vous êtes là aujourd'hui. Mais je pense qu'il est très, très important de réellement, aucune action, ce sont réellement les experts de savoir ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et quand on les écoute, pas pour présenter des doléances, mais pour être partie de la solution, je peux vous garantir que ça fonctionne et que c'est moins coûteux. Donc moi, très honnêtement, je vais m'arrêter là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup vous écouter. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ravie d'être là. Mais j'espère très honnêtement que ce colloque ne sera pas un autre colloque avec encore des résultats du colloque, mais réellement quelque chose qui permet d'avoir
الثالث اللي غادي يفتح الابواب. ميرسي بوكو. Merci Najat. شكرا. Merci Najat pour cette contribution et c'est un encouragement aussi pour travailler pour que les rapports et nos colloques, nos conférences, pour qu'elles ne soient pas que des paroles, mais du concret, un encouragement à tout le monde pour travailler. Et les mots des enfants cette matinée ont été touchants. De l'éducation de l'Université d'Ottawa, Canada, qui va nous parler du potentiel avorté, l'impact négatif du harcèlement sur la santé et sur la scolarité des enfants, et qui sera à distance. C'est une intervention à distance. À vous la parole, Madame Valancourt. Non, on n'a pas le son. Bonjour. I'm just going to get my presentation put up, so Je vais just one juste, second and then préparer I'll ma get présentation. started. Attendez-moi quelques secondes s'il vous plaît. Okay, so good morning. Donc, I've been listening in with bonjour great à tout intent le and I'm monde. really pleased with the suis idea très of heureuse, having youth participate. I think that d'avoir, that's des really the way enfants to et des go. jeunes, As you said, they're participer avec experts. nous. They should be included. Ils doivent être inclus, comme Move vous l'avez this dit, ils sont down des experts de la chose. quickly so I can see. Donc, je vais... Okay, so good morning, as I mentioned. Donc, bonjour, comme je l'ai I'm just going to give an mentionné, overview quickly of what's going to happen. I'm going to je be speaking vais for about passer 15 très minutes. rapidement. Je I'm vais going to parler first pour, start with youth une mental quinzaine de health, and minutes. it's Je going to vais seem a commencer bit en parlant interesting to sur la start there, santé given that we're mentale, talking about comme bullying on va commencer. victimization. Et But it's going to ici, become dans cette very étape, ça va obvious devenir très within clair a few après, slides of why we're starting après there. quelques diapos, I'm going pourquoi to talk nous commençons de specifically la about the santé mental mentale. health Après, on va impacts parler and the des education impacts impacts, and I know a lot of you have already spécifiques spoken de about la that. santé And then I'm going to mentale. give a Il y a couple beaucoup of de hints about prevention and Moi, je vais intervention. aussi donner quelques I'm points only sur la focusing on prévention bullying de la victimization. guérison. I'm not talking Je about bullying parle sur perpetration. la So I'm just victimisation et talking about the l'harcèlement. targets of Donc, bullying, et those who les cibles, are les treated cibles poorly by de their cet peers. harcèlement et par ses pairs. So in terms of youth mental health, I'm from Canada, so I'll just start parlons with a sur North le American problème statistic. de la santé We have 1 in mentale. 5 who Les have serious statistiques, mental au health problems in Canada, nous Canada. avons un That's a sur very cinq qui similar ont de statistic for problèmes what we see sérieux. across Western countries. So the Nous UK avons, has a similar prevalence rate, the United States has a similar prevalence rate, proche de la moyenne and the de ce que nous prevalence rate voyons for the dans world les is 1 in pays, 7. du Ouest. So we have a significant issue when it comes to youth mental health, C'est and we un should be sur worried about sept. this. Nous devons être We know that concernés, suicide is a préoccupés particular par issue ces in statistiques. high-income countries. So if we look at the leading cause of Nous pouvons death voir for la youth table in ici, high-income les countries, causes it's suicide. de It's a particular suicide. issue for boys. C'est It accounts c'est for almost problème pour 18% les garçons, of all et deaths. c'est, proche We de know that there's 18% enormous de continuity. toutes So about 50 to les morts. 75% of adult mental 50 health à issues, mental 75% disorders, so actual diagnoses of mental disorders, problèmes begin before the age of problèmes 15. mentaux And I'll just give commencent one avant l'âge example de from 15 our ans. lab, a study where we've been following the Une same étude individuals où from the nous time they were suivons 10 les all the way to individuels now dès they're l'âge 26. de And what we 10 found ans is à that if youth 26, follow a high ce que nous avons trajectory trouvé, of just ce symptoms, so qu'on a not trouvé par rapport à ces disorders, trajectoires et ces symptômes, of c'est que social c'est pas juste anxiety des symptoms problèmes, from mais grade aussi 5 to grade des- 12, they're 20 times more likely to meet diagnostic criteria for depression, 16 times more likely to meet diagnostic criteria for social anxiety disorder, 13 times more likely to have agoraphobia, and 13 times more likely to have generalized anxiety disorder. So we're talking about youth, and yet here I'm talking about the continuity of mental health. And there's a good reason for this. We know that mental health and problems in adults are the leading cause of disability worldwide. The thing is that children are nested within families. And we know from the research literature that the mental health of youth is strongly linked to the mental health of caregivers. So we want caregivers to be healthy, to help with their kids, and then therefore help kids be healthier as well. We know, and this is true across the world, that the risk is not equally shared. So, for example, in my country, in Canada, socioeconomically disadvantaged youth are more likely to have mental health problems.
up to 40% greater likelihood. We know that girls are more affected than boys for almost all disorders, with the exception of externalizing problems and autism spectrum disorder. In Canada, and it's true across the world, there are enormous service gaps. So we have so many children not doing well in terms of mental health, and then we have only 20% of them receiving services. So even in the most economically advanced countries in the world, there are not enough clinicians, there's not enough resources to help children. And those who do get help are those who have severely impairing mental disorders, which really means that they have externalizing problems. And everybody else who has internalizing problems like anxiety or depression are suffering in silence. We also know, for example, in Canada, that recent immigrants and refugees are less likely to access mental health care. So I'm starting with mental health because bullying causes mental health issues. So scientists like myself aren't ones to come out and make causal statements unless the evidence is really compelling. The evidence comes from longitudinal studies, which I'm going to present. So when I'm talking about bullying, I'm talking about a systematic abuse of power. So we're talking about a spectrum where we're at the end of that spectrum, where the individual doesn't have the power to defend themselves, where it happens over and over again, where it's incredibly distressing to them. We know that it's a world issue, and I know that this has been said. I've listened to other speakers mention this. If you look at this heat map, it goes all the way over to beyond 40% of kids involved. You see that every country is represented with a serious issue. We know that the world prevalence is 30%. 30% of youth are bullied occasionally, and 10% of youth are bullied every day. So what does that mean in terms of numbers? So if we just focus in on the age group of 5 to 14, that would roughly translate to over 134 million youth being bullied worldwide. We know that bullying decreases, so we can add a little bit more to this. These are trajectories of bullying from grade 5 to grade 12. You see a big notable decrease once they get into high school. So I'm estimating probably about 180 million children worldwide are bullied all the time. So that's the extreme level. So I mentioned that bullying causes mental health issues. And the reason it does is because it interferes with the priority of relationships. The need to belong is a fundamental human motivator. We know from the research literature that dates back forever, so 40, 50, 60 years, that social ties are not just a luxury, they're actually essential for optimal human development. Bullying, victimization thwarts this fundamental need to belong, and for this reason, it negatively impacts all aspects of functioning and derails children's potential. Here are just a few of the concurrent correlates. So this is in the immediate what happens when youth are bullied. They have academic difficulties, increased absenteeism, they have more somatic complaints, stress-related illnesses, physical health problems, low self-esteem, depression, social withdrawal, social anxiety, loneliness. Some take their own life, and some get upset and are aggressive towards others. Our own studies show that the evolution is from a person who is first victimized and then becomes a bully. So poorly treated youth either get mad or they get sad, and that happens in the immediate, but also has long-term implications. So we've written extensively on this, and so have others. There's this fantastic meta-analysis that was published in 2017 in the top psychiatric journal in the world, and their conclusion was, and keep in mind, a medical journal, you know, we're going to have conservative viewpoints. Their conclusion, based on the meta-analytic findings of longitudinal studies, was that there was strong evidence of a causal relation between bullying, victimization, and mental health problems and substance use. We also reviewed the literature. We looked at what happens in childhood and adolescence and how it affects the long-term outcomes in adulthood, and they're not good. And I'll give a few examples. So in one study, they looked at health outcomes based on being bullied in childhood, and then they looked at these individuals and how they were doing when they were aged 23 and 50. And what they found was that there was greater depression, anxiety, and suicidality in this group. What's really interesting is that they said that the effects were similar to those of being placed in public or substitute care,
and an index of multiple childhood adversities, which means that they're saying that this was just as bad as kids who were placed in foster care, just as bad as kids who were maltreated by their caregivers, just as bad as kids who were living in extreme poverty. In another study where they used two cohorts, it's a really interesting study. So they used a UK longitudinal cohort that's representative of their country and one from the United States. They compared whether or not an individual was bullied in childhood, maltreated by their caregivers, so child abuse, or had both experiences in the prediction of adult mental health. And I know this is small, so I'll just tell you that it replicates across studies, but I'll give you one example in terms of overall mental health. So this is what happened in childhood and now how they're faring in adulthood. They was 1.7 times more likely to have mental health problems than if they hadn't had any kind of abuse, so that's our reference. So child abuse had an odds ratio of 1.7. Being bullied had an odds ratio, the highest odds ratio of 4.7 compared to both being bullied and being maltreated. So bullying was more problematic to the mental health of individuals in adulthood than child maltreatment. There is a meta-analysis done by Maria Tofty who looked at whether or not victims of bullying become depressed in later life. They looked up to 36 years later, and the answer was yes. There was strong evidence for that. There's also individual and societal and economic impacts, and I know they were mentioned, but I'll just highlight one study here. This looked at what the individual and societal economic impacts were up to 4 decades after the abuse occurred. They found that if the kids who were bullied in childhood had lower employment in midlife, this impacted their midlife income and their accumulated wealth, which then will also have an effect on their children's lives and their children's lives. So there's a generational effect. It had a higher societal employment cost for men and a higher social service cost for women. What about the educational impacts? And I know they've been mentioned, so I'll just be really brief here. We collated all of the literature. We have a pretty comprehensive review that was just published in Aggressive and Violent Behavior. And what we found is that it affects all academic functioning. So lower grades, poor attendance, poor engagement, and greater dropout. But a lot of times it worked in an indirect effect. So it takes a few years to kind of see the effects on grades. Because what happens is when kids are bullied, they first stop going to school, so the attendance goes down, and the poor attendance then affects their grades downstream. So it's really important when we're looking at academic outcomes to look at it over several years. I just want to also point out the neurobiological effects of bullying victimization. So we have a very comprehensive review that was just published in Frontiers in Neuroscience. We looked at all of the literature across the world, and what we found was that bullying not only affects the mental health and academic potential of youth, but also gets under the skin to confer a risk. So it actually affects their biological reality. So just to give you a little bit of background, one thing that we've discovered about 10 to 15 years ago was that the parts of your brain that are activated when you experience physical pain, the physical pain network, so if you hit your head on the wall by accident, it causes pain, your brain lights up, it says, hey, this is what pain is. That is the same areas that are activated when a person experiences social pain, when they're rejected, when they're bullied, when they're ostracized. So this discovery of the idea that physical pain and social pain share similar neural structures explains in a way the mechanism of why bullying lasts so long, even after the pain, after the experience of being bullied took place. And it's likely linked to our evolution. So there's a high probability that what was happened in terms of evolution is that we needed a neural alarm that we weren't belonging to motivate us to belong. So this explains why bullying hurts so much. Here's an example from the neurobiology literature. So in this study, they looked at childhood bullying involvement in the prediction of inflammation in adulthood.
Inflammation is terrible. It's terrible for your overall health. It's linked to cardiovascular problems, to brain-based disorders. It's linked to it's linked to cancers and the like. So here you see that these individuals were not being bullied anymore. But in adulthood, they still had the highest inflammation rates. So that experience of being bullied carried through to the future. We have a model, a neurobiological model that has a lot of evidence to support it. What we've shown is that bullying victimization affects the stress response system, which is called the hypothalamic pituitary adrenal axis. This has an effect on memory and learning. So maybe the learning issues are not just about them not going to school, but also it affects their brain, their prefrontal cortex and their hippocampus in particular. This also relates to disruptive neurogenesis, so the ability to make new formations and the like in the brain. And all of this biological cascade implicates mental health issues like depression and anxiety. So bullying is a serious issue. It gets under the skin. It confers a risk in the immediate and in the future. And I'll just talk quickly about prevention and intervention. So when we look at the effectiveness of school bullying interventions, and I know the last speaker she touched on this, and we're on the same page actually. It's interesting because Tofty and Farrington came out in 2011 with their meta-analysis, and they showed a reduction of about 20 to 23% for bullying perpetration and about 17 to 20% for victimization. And a new recent meta-analysis came out of 100 studies, and they showed very similar rates. So we're reducing bullying a little bit, but we're not reducing it a lot. And one of the things that's quite problematic is that Yager et al. Showed that it was only really effective our efforts up into middle school. So we have an enormous issue that causes harm to kids, and yet we can't get this down. So we need to be thinking about how and why. We just published this paper on looking at it's a review of the literature on bullying before and during the COVID-19 pandemic. And one thing we noticed, and we've never seen this before, were massive declines in bullying worldwide, with a very few exceptions. So if kids were in school, or where they weren't, obviously if they weren't in school, bullying should reduce. But even if they were in school during the pandemic, we saw declines. And why is that the case? And there was a huge hint that came from this paper. And basically that if you increase supervision, that we saw reductions in bullying. So I think we need to be looking at this literature of what happened and why we reduced bullying up to 50% during the pandemic, and retain some of those things, test them out to protect children. I thank you for your time. Durant la période du Covid, et nous avons eu quelques résultats, quelques résolutions intéressantes. Et merci. Merci. Merci, professeur Vaillancourt, pour cette présentation qui a mis de la lumière sur les effets négatifs de l'harcèlement sur les enfants. Je remercie Madame Vaillancourt pour sa présentation, son intervention, parce que en se basant sur des études, des sources crédibles, ça montre à quel point le harcèlement a un impact négatif sur la vie, la santé mentale des enfants, et cela pendant toute leur vie. Et là, je donne la parole à Monsieur le directeur de l'instance nationale d'évaluation pour nous présenter l'étude, et ce avec Madame Shafaqi Erqiya, aussi de l'instance nationale d'évaluation, l'étude qui a été faite sur la violence en milieu scolaire. Plaisir de travailler avec Madame Bouakria. Alors je voulais contextualiser dans l'espace mondial des connaissances cette étude, mais Madame Najat Mjid et professeur Vaillancourt l'ont déjà fait, donc je vais être très bref avant de passer la parole à ma collègue Bouakria. J'ai regardé les revues systématiques que le professeur Vaillancourt a mentionnées, c'est-à-dire des analyses d'un corpus de connaissances sur 20 ans, 30 ans, etc.,
selon la disponibilité des études. Et j'en ai regardé un peu, 3 ou 4, et ça se recoupe avec ce que les deux intervenantes ont partagé avec nous tout à l'heure, mais je voulais juste mettre l'accent sur les conséquences, les 3 principales conséquences de la violence en milieu scolaire sur les enfants. D'abord, c'est la santé mentale, c'est revenu plusieurs fois. 2, la performance scolaire. Et 3, la criminalité, la déviance. Donc, quand on est auteur de violence en milieu scolaire, les études réalisées dans les 20 dernières années montrent un impact très important sur la santé mentale des auteurs, je parle des auteurs, une plus grande implication dans les activités criminelles et délinquantes, et une très faible performance scolaire. Quand on est victime de violence, l'effet est essentiellement important sur la santé mentale, et dans une moindre mesure les deux autres conséquences, c'est-à-dire la performance scolaire et l'implication dans les activités criminelles. De manière générale, le sentiment d'insécurité pour tous les enfants, qu'ils soient auteurs, témoins ou victimes, le sentiment d'insécurité à l'école impacte fortement la performance scolaire. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du climat scolaire qui est multidimensionnel et qui nous ramène justement à l'étude que ma collègue Priya va présenter. Mais pour conclure, un point très positif qui ressort de ces systematic reviews, c'est que la lutte contre la violence impacte fortement la santé mentale. C'est ce qui devrait faire plaisir aux enfants qui ont partagé avec nous aujourd'hui leur travail. Quand on est acteur de la violence, ça agit fortement sur la santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'évaluation de la violence en milieu scolaire. Donc pour commencer cette présentation, d'abord, je commencerai d'abord par les commencements, le cadre de référence de cette évaluation qui est déjà présenté ce matin lors de discours de Monsieur le Président. Donc effectivement, on se réfère à la Constitution du Royaume de 2011 qui incite sur le droit à l'éducation moderne et de qualité ainsi qu'à la protection de l'intégrité physique et morale de tous. Il y a aussi la vision stratégique de la réforme 2015-2030 qui a consacré 2 leviers pour améliorer l'éducation et le climat scolaire. Bien évidemment, il existe différentes lois, décrets circulaires au Maroc qui traitent de la violence, donc notamment la dernière loi cadre 5117 du système éducatif. Et la dernière référence est bien évidemment la ratification du Royaume des conventions internationales, notamment la Convention des droits des enfants en 93 et qui engage le pays à protéger les droits de tous les enfants. Donc notre objectif pour cette évaluation, c'était d'abord de mesurer la prévalence de la violence en milieu scolaire, comprendre ses formes et ses auteurs, ses acteurs, auteurs et aussi victimes parmi les élèves et le personnel éducatif, et de déterminer les facteurs qui favorisent son expansion dans le milieu scolaire. Donc, pour ce faire, notre méthodologie a combiné entre différents aspects. D'abord, une revue documentaire pour élaborer un cadre conceptuel de cette évaluation et aussi, en fait, une analyse des textes réglementaires pour analyser la politique publique. Et enfin, nous avons réalisé des enquêtes de terrain au niveau, à la fin de l'année du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022 et qui a ciblé un échantillon représentatif des établissements scolaires de tous les niveaux, du primaire au secondaire qualifiant, donc 260 établissements
scolaires ont été ciblés par cette enquête quantitative, ciblant ainsi 13 884 élèves et plus de 1700 personnels enseignants. Cette enquête quanti a été aussi complétée par une enquête qualitative qui a ciblé les acteurs de 27 établissements de tous les niveaux, y compris les parents. Donc un point aussi important à signaler dans notre méthodologie, c'est que cette évaluation se base sur les déclarations des élèves comme point de départ d'analyse. Ces déclarations ont été analysées à l'aide d'outils méthodologiques appropriés pour extraire les données représentatives et fiables. Donc le cadre conceptuel qui régit cette évaluation se base sur une approche de victimation, qui est une approche qui privilégie le point de vue des victimes, donc en donnant l'opportunité à l'élève de s'exprimer sur son vécu et son expérience dans l'établissement. Donc c'est aussi une approche qui lie le climat scolaire, les éléments du climat scolaire aux expériences de victimation. Donc pour effectivement étudier les différentes corrélations qui peuvent exister entre les éléments du climat scolaire et qui peuvent favoriser ou prévenir la violence en milieu scolaire. Donc, quant à l'analyse des textes de lois, circulaires et décrets du ministère, elle nous montre qu'aujourd'hui, en fait, le dispositif de lutte contre la violence dans nos établissements porte principalement sur 3 mesures. D'abord, éducatif, administratif et juridique sécuritaire. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des instruments tels que la stratégie intégrée de lutte contre la violence qui existe depuis 2007 et la plateforme Marsat qui est une plateforme de signalement et d'enregistrement des plaintes qui existe là encore depuis 2015. Toutefois, comme déjà signalé par Madame Gide ce matin, l'action publique, elle montre ses limites du fait que l'écart qui existe entre les missions confiées et les moyens donnés d'abord, ensuite du manque de connaissance des dispositifs de lutte contre la violence par les acteurs, donc les parents, les élèves, le personnel enseignant, et aussi du problème, et principalement du problème de collecte des données et de signalement, lié principalement à l'impact des relations de pouvoir qui peuvent aussi exister entre l'équilibre de parole d'un côté de l'enfant qui est l'élève et de l'autre côté l'adulte qui est le personnel enseignant. Donc, concernant les résultats de l'enquête de notre enquête, l'analyse des données nous montre que différentes formes de violence existent aujourd'hui dans nos établissements scolaires, avec parfois des prévalences très inquiétantes. Donc, je peux signaler par exemple, comme le montre le schéma, que la violence physique, le quart des élèves déclarent subir du châtiment corporel, que ce soit au niveau primaire ou secondaire. La violence verbale est aussi très répandue dans notre milieu scolaire, puisqu'on retrouve que 36% des élèves au primaire et plus de la moitié au secondaire subissent des moqueries au sein de leur établissement. Quant au harcèlement, ce dernier, il est subi par 15% des élèves au primaire et 29% au secondaire. Dont 34% des élèves qui ont déclaré avoir été harcelés au primaire et le quart au secondaire déclarent que cet harcèlement est de type sexuel. La cyberviolence aussi prend de l'ampleur de plus en plus dans nos établissements scolaires, puisqu'on constate par exemple qu'au primaire, 8% des élèves sont victimes des messages désagréables. Le même pourcentage concerne les élèves du secondaire en ce qui concerne l'envoi des photos et des vidéos intimes. Donc, les élèves font face donc à différentes formes de violence et les auteurs de ces violences varient, mais restent principalement les acteurs appartenant à l'établissement. À part au milieu rural où les intrus et les incidents sur le chemin sont fréquents par rapport au milieu urbain.
Au primaire d'ailleurs comme au secondaire, les garçons sont souvent les auteurs de violences verbales et physiques, donc comme les moqueries, les insultes, les bousculades. Par exemple, au secondaire, 55% des élèves indiquent que l'auteur des moqueries était un élève, 40% déclarent un groupe d'élèves et 33% déclarent l'enseignant. Une donnée aussi importante à présenter concerne en fait qu'au primaire, il y a plus de 45% des élèves déclarent avoir été frappés par leur enseignant. Donc, ce graphique nous montre aussi les auteurs du harcèlement sexuel, qui d'ailleurs ne sont pas différents des auteurs du harcèlement tout court. Il s'agit pratiquement des mêmes auteurs, que ce soit pour le primaire ou le secondaire, avec des variations qui tendent vers la hausse pour le secondaire. Donc, on constate que les garçons sont les principaux auteurs, suivis du harcèlement sexuel, suivis par les intrus, les filles, les enseignants hommes. Quant à la punition dans les établissements scolaires, elle repose principalement et aussi sur le châtiment corporel, malgré son interdiction formelle par le ministère. À titre d'exemple, donc selon les données de ces deux graphiques, on constate que 28% des élèves du primaire déclarent avoir été frappés par un instrument. Ce pourcentage augmente à 30% au secondaire, principalement le secondaire collégial. De plus, 7% des élèves du primaire et 17% du secondaire rapportent avoir reçu des gifles et des coups. D'autres formes de violence physiques telles que les cris, les tirages de cheveux, des oreilles, les pincements existent dans nos établissements scolaires et dans une moindre mesure la falaqa qui persiste encore dans nos établissements scolaires primaires avec un pourcentage de 2%. Donc, comme précisé dans notre méthodologie, notre évaluation a porté sur les éléments du climat scolaire et les corrélations qui peuvent exister entre les éléments du climat avec les expériences de victimation. Un élément important à signaler concerne le sentiment de peur ressenti chez certains élèves à l'égard de certains endroits dans l'établissement, principalement les toilettes. Donc, que ce soit au primaire ou au secondaire, les toilettes représentent un lieu qui nécessite une sécurisation, puisque 38% des élèves au primaire et 35% au secondaire avouent avoir peur d'y aller. Il en est de même pour le trajet vers l'école et l'accès et la sortie de l'école qui nécessitent aussi une sécurisation. Donc l'environnement de l'école aussi nécessite cette sécurisation. Donc, les élèves ont été aussi interrogés au sujet de la présence de la violence dans leur établissement. Et là, encore une fois de plus, les pourcentages révèlent une situation préoccupante dans les deux niveaux. Donc, 51% des élèves du primaire et 72% au secondaire déclarent à des niveaux différents l'existence de la violence dans leur établissement. Donc, la violence touche aussi le personnel enseignant, avec 6,1% des enseignants et enseignantes déclarent avoir subi du harcèlement dans le cadre de leurs fonctions. Les auteurs de cette violence diffèrent des auteurs de la violence subie par les élèves, mais on constate que 35% impliquent principalement les membres du personnel, suivis par les élèves à 27% et les parents à 19%. Les enseignants ont été aussi interrogés sur leur connaissance de la plateforme Marsat, comme j'avais déjà signalé, qui est une plateforme de signalement d'enregistrement des plaintes. Et là encore, en fait, cette plateforme, elle est largement méconnue par les enseignants, puisque le 3/4 des enseignants déclarent qu'ils ne connaissent pas son existence. Donc, pour conclure, et sur les bases des résultats de cette évaluation, l'évaluation présente des pistes de réflexion qui, d'ailleurs, correspondent également aux demandes des enfants présentées ce matin. Donc, tout d'abord, il est essentiel de mettre en place une politique de lutte contre la violence claire et cohérente.
et d'investir dans une éducation de qualité sécurisante. Cela signifie non seulement d'améliorer les programmes qui sont nécessaires, bien évidemment, les programmes éducatifs, mais aussi de créer un environnement dans lequel les élèves se sentent en sécurité pour apprendre. Il est essentiel d'assurer une meilleure connaissance de dispositifs institutionnels de lutte contre la violence par les acteurs élèves, les parents et les enseignants. Et aussi, pour prendre des décisions éclairées, il est nécessaire de disposer de données solides sur le problème de violence en milieu scolaire. Des mesures spécifiques et sévères devront être mises en place contre le châtiment, le harcèlement sexuel et la cyberviolence. Il est nécessaire de promouvoir un code de conduite contre la violence à l'école et d'envisager des mesures pour améliorer la sécurité physique dans certains endroits dans l'établissement. Dans le domaine de la pédagogie, les enseignants devront être formés pour promouvoir des méthodes d'enseignement sans violence. Et enfin, mobiliser tous les acteurs, écoles, parents, communautés et médias pour prévenir la violence en milieu scolaire. Ces pistes peuvent être une base d'orientation pour traiter et prévenir la violence en milieu scolaire, pour avoir des écoles où les élèves peuvent s'épanouir, apprendre et grandir dans un environnement sécurisé et protecteur. Donc, enfin, le temps imparti à cette présentation ne permet pas de présenter l'ensemble des résultats de cette évaluation. Je vous invite à consulter et télécharger le rapport. Il est disponible sur le site web du Conseil en 2 versions, l'arabe et française. Et je vous remercie. Merci, merci Rkia pour cette présentation fidèle du rapport. Et comme on l'a vu, elle a mis en évidence 2 aspects les plus importants. À la fois, ça montre que le degré de prévalence de la violence dans le milieu scolaire marocain quand même est importante, et de toutes sortes de violences. Et le deuxième point concerne essentiellement, même lorsqu'on met en place des instruments, ils ne marchent pas. Elle l'a bien montré comme, en ce qui concerne Marset, par exemple. Bon, il y a beaucoup de travail à faire. On revient quand même à l'appel de Najet. L'action et encore l'action. Mais on a quand même quelques minutes pour le débat. S'il y a des questions, le débat, donc on ouvre le débat. Le micro. Allez-y. De ce côté. Merci. Il y a ah, non. Madame Laziz, en attendant, par la suite de ce côté-là. Merci Madame la Présidente. Je représente le ministère de l'Éducation nationale, Ilham Laziz, responsable du numérique. Alors, comme l'a dit Madame Gide, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais je souhaite partager ce que nous faisons en matière d'accompagnement de l'inclusion numérique depuis 2005, depuis le démarrage du programme Génie, qui a été démarré par Monsieur le Président du Conseil, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Habib Malki. Et dès le démarrage de l'inclusion numérique, nous avons veillé à former les enseignants à l'usage sécurisé d'Internet. Et après à la célébration du Safer Internet Day depuis quelques années, pour donner aux enfants la possibilité de comprendre qu'Internet est un lieu qui est à l'image d'une route où on peut
y trouver du bon et du mauvais qu'il faut savoir traverser. Et depuis 15 ans que le ministère travaille sur le bon usage d'Internet, on s'est rendu compte que le cyberharcèlement était étroitement lié à la violence en milieu scolaire. Et il se trouve, et c'est un hasard, que depuis 2022, en plus de la lutte contre le cyberharcèlement, on a commencé à travailler sur la violence en milieu scolaire, parce que l'un nourrit l'autre, et on a avec nous deux spécialistes de ce domaine, aussi bien en France qu'au Maroc, M. Jean-Pierre Bellon et Mme Amal Hassoun, qui vont témoigner de ce qui a été fait avec eux, avec le Centre Rhésis, au ministère de l'Éducation nationale, d'abord en tant que pilote en 2022, à la sortie du Covid, au niveau de l'Académie de Rabat à Saleh Kenitra, et ensuite à l'Académie TTH, au niveau de Tanger, où nous avons commencé à travailler à la mise en place d'équipes dédiées à la violence en milieu scolaire, des enseignants, des orientateurs et des cadres d'appui social, pour détecter et pour identifier la violence qui est réelle dans l'établissement, mais qui est nourrie par le cyberharcèlement. Alors ces deux expériences pilotes nous ont montré, comme dans les pays où ces processus sont mis en place, nous arrivons à faire reculer la violence et le cyberharcèlement à hauteur de 80%. Et ça va être étayé par la présentation de M. Jean-Pierre Bellon, qui est à l'origine de la méthode de la préoccupation partagée, où le harceleur et le harcelé sont mis en situation tous les deux pour régler le problème avec l'équipe enseignante, mais aussi avec les parents et avec l'ensemble des acteurs. Alors nous avons testé au départ dans 6 établissements à Rabat, et ensuite dans 62 établissements à Tanger, avec un suivi. On ne fait pas que former, les experts se déplacent, assurent un suivi et travaillent aussi avec les élèves. D'ailleurs, quand j'ai vu les élèves, j'étais vraiment satisfaite, parce que dans ce programme, il y a aussi les élèves ambassadeurs. Et quand l'équipe enseignante s'essouffle, parce qu'elle n'a pas que ça à faire, eh bien, les enfants continuent à rappeler à cette équipe qu'il y a des problèmes et qu'il faut continuer à résoudre. Alors, vous allez avoir l'occasion, lors de l'atelier qui sera demain modéré par ma collègue Madame Ben Slimane, de découvrir ce qui se fait en Europe, mais ce qui se fait aussi au sein de notre ministère. Et nous allons lancer, lors de cette année scolaire 23-24, le programme de généralisation à travers la formation de formateurs, qui sont les enseignants. Alors, on a fait le choix au ministère, parce qu'on ne pouvait pas attaquer les 3 cycles, d'attaquer le collège, parce que c'est là où il y a l'effervescence hormonale, c'est là où il y a le maximum de violence, qui se calme au lycée parce que les enfants commencent à prendre conscience, et surtout malheureusement parce qu'on en perd un certain nombre à la fin du collège. Et au primaire, même s'il y a des violences, elles sont moindres. Donc notre stratégie, c'est de commencer par le collège, entre 23 et 26, afin de mettre dans les 2200 collèges une équipe de 3 personnes qui seront formées, accompagnées, suivies, et aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, où les enseignants stagiaires en formation initiale au niveau des CERMEF vont être aussi sensibilisés. Comme ça, on gagne du temps, on n'attend pas qu'ils arrivent chez nous pour les former. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement sur ce que fait le ministère. Mais mes collègues qui sont au niveau des ateliers demain vont vraiment présenter toute l'étude. Et je pense que c'est une bonne suite entre l'étude qui a été faite en 2022 et que je partage. Ces violences existent, on continue encore à taper les enfants, on les tape même dans les maisons, pas seulement dans nos écoles, mais c'est quelque chose qui continue et malheureusement sur laquelle nous devrions tous partager. J'insiste pas beaucoup sur le cyberharcèlement parce que ça, on y travaille depuis très longtemps, mais cette violence physique, voilà ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci, Madame Laziz. De ce côté-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, Salah Aziz. J'assiste à cette conférence ou cette rencontre au nom de mon organisation. Nous sommes présents depuis la naissance du Conseil et donc nous sommes au courant de toutes les rencontres, de toutes les études. Et il faut que je mentionne que cette institution
travaille scientifiquement avec une approche bien déterminée et que les rapports et les directives sont toujours au niveau des attentes de l'école marocaine. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cette introduction? C'est pour démontrer l'importance de la rencontre d'aujourd'hui. Et je suis sûre qu'elle aura un grand succès, que ces recommandations seront d'une grande importance. Et donc les interventions que j'ai écoutées, même si je suis proche de la retraite, je trouve que c'est une formation, un apprentissage continu. Et c'est pour ça que je souligne l'importance de cette rencontre, de ce colloque et de l'importance de ces recommandations qui émanent du Conseil. J'ai une recommandation, c'est d'appliquer, s'il vous plaît, si vous me le permettez, ces recommandations. Un autre point, on entend tout le temps ce 2030. On espère que ce 2030 soit une célébration du mondial et une célébration des projets de ce 2030 et qu'on puisse arriver à une qualité, à une égalité dans notre milieu scolaire. J'ai parlé de l'importance du sujet. Par rapport à ce que fait le ministère, je ne vais pas parler au nom du ministère, mais comme l'a dit Oustad Alamia, il y a des efforts. J'ajoute un autre effort et j'invite la participation. J'ai une rencontre mardi sur un projet, l'APT2C, qui est un appui à la promotion de la tolérance et de la citoyenneté au milieu scolaire, des comportements à risque. Ça, c'est un projet APT2C sur lequel nous travaillons ou avec lequel nous travaillons depuis des années. J'y assiste en tant qu'inspecteur, mais lorsque nous assistons à nos rencontres, à nos réunions, il y a des institutions désignées, peut-être au collège ou au lycée. Et ce projet est financé, il a un financement, mais qui travaille dessus? Nous travaillons au sein d'institutions, mais qui y travaille? Parce que là, je vais revenir au sujet. Ce sont les clubs. Est-ce que l'étude qui a été faite sur la violence au milieu scolaire rural, est-ce que cette évaluation s'est basée sur la déclaration des élèves, ce qui est très important, ce qui est primordial, la participation de l'enfant? Et ici, je remercie les enfants qui sont présents avec nous aujourd'hui et je leur dis bravo. Parce que ce petit garçon, lorsqu'il s'est assis, je me suis personnellement, j'ai ressenti, comment on appelle ça, de la fierté, parce qu'il a pu transmettre avec beaucoup de professionnalisme son message. Parce que pour transmettre un message, ce n'est pas un message du facteur, c'est un message d'une grande importance. Il a pu nous la transmettre de cette façon. Et en plus, les enfants, lorsqu'ils sont présents, on s'attend à de grands résultats. Et ici, je souligne l'importance de la présence des enfants. Le message est reçu. Et la participation. Le projet APT2C, c'est la promotion du milieu éducationnel et de renforcement des comportements positif, parce que la balance à cette violence, c'est le comportement positif en milieu scolaire. Et donc ces clubs, je ne sais pas si les études est partie vers ces clubs, parce que ces clubs-là sont présents dans les institutions depuis des années. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse une évaluation auprès de ces clubs. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Avec quels moyens est-ce qu'ils travaillent? Et il y a des coordinateurs dans ces clubs. Aujourd'hui, on a des cadres de renforcement social. On a beaucoup de ces cadres. Mais la question qui se pose, c'est que la formation initiale et continue. La formation initiale des professeurs, des directeurs, des surveillants. Et ces cadres de soutien social, est-ce qu'ils sont formés dans ce sens, dans ce domaine? Et notre formation, nous qui assistons à ces rencontres, nous avons des formations qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, il serait judicieux d'avoir les formations qu'il faut, d'avoir les moyens qu'il faut pour qu'on puisse avoir des résultats et pas juste avoir des rencontres avec des recommandations qui ne sont pas appliquées.
Et là, je reviens au sujet des activités auxquelles participent les enfants. On a eu des débats nationaux. Ça, c'est mon dernier point. Les débats nationaux sur l'école publique et son amélioration. On a fait participer des enfants à travers des ateliers. Et donc, on leur a donné l'opportunité de dessiner. Lorsque on a pu voir les messages de ces enfants, c'était la surprise. Quelles étaient leurs ambitions, quelles étaient leurs visions. Ils avaient un avis, même par rapport à ce qu'ils étudient. Ils disaient que c'était un peu trop chargé. Une autre mesure, une mesure très simple, mais lorsque nous sommes partis voir les enseignants et les enseignantes, ils nous ont dit que ça a aidé à améliorer le comportement en positif des élèves. Je suis désolée si j'ai trop tardé. Merci, monsieur, pour le partage de votre expérience. Merci, Madame la Présidente. Pour moi, je suis Rachid Gbas, inspecteur éducationnel. Je fais partie de l'association de l'éducation secondaire. Pour moi, la violence en milieu scolaire n'est pas primordiale uniquement pour l'école. Une partie de la société, la culture de la violence au sein de la société, on a la violence dans les terrains, la violence familiale, au milieu familial, on a la violence dans les médias, la violence dans les réseaux sociaux. J'aurais espéré que la AK soit présente avec nous parce qu'elle a un grand rôle lorsqu'il s'agit de la surveillance, de la culture de la violence en dehors du milieu scolaire. Le milieu scolaire et notre ministère a fourni de grands efforts à travers le rôle des clubs, le rôle des valeurs. Mais ces efforts ne sont pas suffisants vu que il y a eu une élimination de tout ce qui est théâtral, tout ce qui est artistique, tout ce qui est cinéma. On n'a plus aujourd'hui cet aspect artistique. Aujourd'hui, nous nous sommes juste concentrés sur les résultats et donc nous avons produit des élèves sans valeur, des enfants sans valeur qui transmettent cette culture de la violence en dehors, au sein des institutions scolaires. Et aujourd'hui, ces institutions ne sont pas sûres pour beaucoup d'élèves. Madame a parlé des toilettes et il y a d'autres parties des élèves qui sont aujourd'hui un danger à cause du manque des moyens. Et si l'on veut fournir cette sûreté, cette sécurité au sein des institutions, je pense qu'il faut aller au-delà du milieu scolaire. Une autre chose, c'est notre approche. Nos approches éducationnelles ne comportent pas une promotion des valeurs humaines et des valeurs contre la violence. ومن بعد ربما غنمروا لهاد الجهة. Nous allons passer à l'autre côté. Vous pouvez prendre la parole. Après, madame ici. Après, nous revenons encore une fois ici. Un grand merci à vous tous. Et mes salutations les plus sincères à tout le monde qui a participé à cette conférence, cet événement. Et merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour les interventions. S'il vous plaît, introduisez-vous. Votre inspectrice retraitée. Donc, je disais que les présentations était fructueuse et merci pour l'invitation et de m'avoir offert la participation. Donc le point où a fini mon collègue tout à l'heure, la violence que nous constatons au milieu scolaire, aux réseaux sociaux et à l'extérieur de l'école aussi. Je voudrais me focaliser, de me concentrer sur la famille parce que si la violence familiale n'est pas criminalisée, la violence sur les enfants à la maison et dans le foyer, ça veut dire que les enfants sont forcés à normaliser avec la violence. Ça veut dire que quand ils sont victimes de la violence familiale dans le foyer, soit
soit à cause d'une excuse ou pas, mais la violence n'a pas d'excuse, soit en milieu scolaire ou à l'extérieur, même si l'enfant essaye de rejeter et de ne pas accepter cette violence, ça veut dire que ça va causer une attitude différente de l'enfant dans la classe, quand nous parlons que le corps de l'enfant appartient à l'enfant et personne n'a le droit de le toucher, etc. Ça veut dire que cette idée n'est pas adoptée dans la plupart des temps par l'enfant parce qu'il est normalisé, parce qu'il a été forcé à normaliser avec la violence à l'intérieur du foyer. Donc, si il n'est pas sujet de violence en milieu scolaire à cause de cette normalisation forcée, il commence à accepter la violence à l'intérieur de l'école aussi. Parce que la famille et la maison affectent l'enfant et son attitude à l'intérieur du milieu scolaire. J'en parle des filles, c'est une violence bipolaire, je vais dire, familiale et en milieu scolaire. Donc ma recommandation, c'est la suivante. Si nous voulons rejeter, dénoncer la violence en milieu scolaire, il doit y avoir une approche holistique qui intègre toutes les parties, avec l'encouragement des parents et des mères, bien sûr, concernant leurs relations avec leurs enfants. Concernant les professeurs, on parle souvent de professeurs et de cadres éducatifs qui dénoncent la violence, et c'est sur eux qu'on compte pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Donc, est-ce que l'atmosphère est sûre et sécurisée, et est-ce que tous les cadres professionnels, éducatifs acceptent bien que l'enfant ne doit pas être sujet de toutes ces violences avec différentes catégories, peu importe leur type. Cela est dans le cadre de l'approche holistique. L'infrastructure des écoles doit être changée aussi quand on parle, comment on la prévoit, comment on la regarde. La dernière intervention parlait des étapes, les mêmes étapes, et que l'atmosphère n'est pas sécurisée à l'intérieur des écoles. Donc, quand on parle d'écoles sans toilettes, qui va être violé et qui va être sujet de violence? Parlons de l'infrastructure. Ces classes encouragent une violence psychique. Les relations interactives à l'intérieur des classes avec les cadres professionnels éducatifs, quand nous donnons le droit aux élèves d'interagir à l'intérieur des classes, l'infrastructure de nos classes n'est pas conforme à cela, parce que le tableau, le professeur, les élèves, comme on disait, comme nous disons beaucoup, les élèves regardent les dos des autres. Et la relation est verticale, mais quand les élèves deviennent de plus en plus normalisants quand le professeur devient un coordinateur au lieu d'un modérateur, nous pouvons parler de lutter contre cette violence. Et pour que cela soit éligible, nous devons aussi lutter contre les grands nombres d'élèves à l'intérieur d'une seule classe. 40 élèves dans une même classe, comment est-ce que le professeur pourrait interagir avec tous les élèves et
et de lutter contre la violence à l'intérieur de la classe. La médiation scolaire est importante aussi parce que cette médiation donne aux élèves l'opportunité d'interagir et pour qu'ils soient positifs à l'intérieur de la société. Un dernier point, quand nous parlons de la violence en milieu scolaire, comment on regarde les élèves, leurs professeurs, quand ils sont sujets de violence dans la rue. Les étudiants, quand ils manifestent pour leurs droits, ils sont sujets de violence. Donc comment on puisse... Donc merci pour cette intervention. Nous allons revenir après. Madame d'abord. Très complet et très joliment présenté. Depuis 2012 au Québec, nous avons un monitorage national sur les violences et l'intimidation à l'école qui s'est terminé en 2019. À chaque 2 ans, on prenait des mesures auprès du personnel scolaire, des élèves, des parents, des directions d'établissement, très semblablement à ce que vous avez fait. Et je sais comment la somme de travail que ça représente, et chapeau. Au fil des ans, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau des élèves, il y avait des améliorations parce que les initiatives au sein de notre gouvernement sont très semblables aux vôtres et je m'y reconnais beaucoup. Et c'est pour ça que je me permets d'échanger peut-être des constats et des questions sur lesquels on est encore en train de jongler, si je peux dire. Alors, au fil des ans, on s'est rendu compte qu'avec toutes les interventions qui avaient été faites dans les écoles, il y avait une amélioration, petite, mais quand même, au niveau des comportements des élèves entre eux. Donc, moins d'agressions verbales, physiques. On mesurait aussi les violences sociales, donc les exclusions qui étaient surtout les comportements des filles entre elles, mais aussi des garçons. Et on mesurait aussi les violences d'appropriation et les violences en ligne. Donc, le constat, après 8 ans de longitudinal, nous a quand même amené à voir que si les élèves s'amélioraient un petit peu, tant au primaire qu'au secondaire, au niveau des adultes, ça stagnait. Il n'y avait pas d'amélioration. Et là, je parle d'amélioration des comportements d'agression verbales, des cris, des menaces, des jurons, des humiliations envers les élèves, des rabaissements devant toute la classe, des comportements non verbaux. Alors, ça n'avait pas évolué au niveau des adultes envers les enfants, au niveau des collègues entre eux à l'école, donc le modèle que ces adultes-là peuvent donner aux enfants, et aussi au niveau des parents envers le personnel scolaire. Tout ça nous a fait tasser un peu vers une intervention pour se centrer aussi maintenant beaucoup plus auprès des adultes. Alors, comment se comportent nos adultes? On est très préoccupés sur le bien-être du personnel scolaire parce qu'on est conscient, et les études le démontrent aussi, les adultes sont des modèles comportementaux. Et si les adultes ne vont pas bien, c'est difficile d'intervenir avec toute une gamme de programmes ou d'interventions, alors qu'on ne montre pas tout à fait, on n'incarne pas les comportements qu'on veut voir incarnés par nos enfants. Il y a aussi le bien-être. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous avez des données ou est-ce que vous parlez ou discutez ces temps-ci comment améliorer justement le bien-être et la santé mentale des personnels scolaires? Chez nous, ça ne va pas bien de ce côté-là. Il y a une détérioration, et dans quelques autres pays aussi, au niveau des adultes. Et il y a des explications aussi, par exemple, qu'est-ce qui fait que les programmes ne fonctionnent pas autant qu'on voudrait? Alors, lorsque des programmes sont reconnus efficaces par la recherche dans certains milieux, à certaines conditions, quand on les applique dans d'autres milieux, on n'est pas capable de réunir les mêmes conditions. Et un des facteurs où il y a, qui est le plus, je dirais, difficile et qui est une embûche au résultat positif, c'est le manque de préparation des adultes lorsqu'ils doivent appliquer ces programmes. Alors, ils n'ont pas beaucoup de temps de formation.
pour s'ils doivent appliquer ou, par exemple, donner des ateliers sur la résolution de conflits. Est-ce qu'eux-mêmes sont capables de résoudre les conflits lorsqu'ils en ont, ou est-ce qu'eux-mêmes possèdent ces compétences-là? Une autre explication pourquoi on a tant de moyens de divulgation et de signalement, et comment ça se fait que les enfants ne signalent pas plus que 30% des cas, c'est qu'ils ont essayé auprès des adultes. Mais dans plusieurs cas, ils se sont fait, l'adulte n'était pas en mesure d'accueillir humainement le signalement, n'était pas en mesure d'une écoute empathique. Et parfois même, les jeunes nous disent que la situation empirait. Donc, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est un manque de savoir-être, d'attitude, alors que nos enseignants sont beaucoup plus que des transmetteurs de connaissances académiques. C'est toute une éducation. Alors, tout ça pour vous dire, est-ce que vous pensez mettre dans votre plan d'action quelque chose pour veiller au bien-être du personnel scolaire, parce que c'est sur leur propre bien-être que repose celui de nos enfants, au primaire et au secondaire. Merci. Merci, on retient la question. Je crois qu'on aura une dernière. Donc, probablement la dernière intervention pour respecter les échéances. Abdelrahman Al-Moudni. Après, il y a une autre main levée ici aussi. Donc, je m'excuse si mon intervention paraît superficielle un peu, mais je vais essayer de... Vos interventions ne sont jamais superficielles. Je voulais juste parler par rapport à 2 points ou 3. Tout d'abord, merci pour l'étude, parce que je pense que le conseil suit une trajectoire qui nous laisse, et je souligne sur nous, c'est une raison de plus. Nous sommes plus sous pression pour travailler. Et le travail, c'est pour la société, comme monsieur le professeur a dit. Donc, c'est le moment ou jamais pour le Maroc. Et depuis que le Maroc a commencé à travailler avec le concept de NIA, c'est une vague avec laquelle nous pouvons prendre nos responsabilités pour avoir des réformes et réformer un secteur qui est essentiel pour beaucoup de monde. Et ce secteur nécessite beaucoup. Et parfois c'est un peu triste parce que le monsieur a dit qu'il déteste l'école. Est-ce que l'élève est à l'aise? Parce que quand l'atmosphère et l'environnement est sûr, sécurisé, ça devient accueillante et chaleureuse pour la personne. Et ça veut dire, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de critiques, mais les ressources humaines doivent être aussi observées, doivent être suivies, parce que nous devons discuter par rapport à cela aussi. Quand j'ai entendu le titre de cette conférence, j'ai insisté pour être présent. Et je fais partie d'une catégorie qui a été sujet de violence pour plusieurs reprises. Je peux présenter une pièce théâtrale avec les ressources cognitives aussi. Et j'étais élève aussi autour où je faisais face au professeur et au directeur de l'école et j'attendais l'approbation pour que j'accède à cette école. Donc c'est pas une violence corporelle, mais c'est une violence d'une autre sorte. Donc la violence peut avoir beaucoup de types et cette violence commence et émerge du noyau du problème. Concernant la violence verbale, ça peut être des pratiques aussi au lieu de mots. En laissant un enfant qui a une petite différence ou qui est unique, peu importe la raison, c'est une violence, c'est une discrimination aussi. Et en fin de compte, cette personne, cet individu, elle déteste l'école et l'école décide que la personne n'est pas éligible pour avoir l'accès. Donc,
Je voulais ajouter quelque chose parce que nous ne sommes pas seuls. L'étude doit parler des coûts de cette violence, le coût de la violence et les conséquences de cette violence en termes de coûts. Nous devons rassembler et intégrer toute province, toute collectivité dans cette problématique parce que nous pouvons voir quelques régions où il y a des interventions avec de bons résultats, mais malheureusement, d'autres régions sont délaissées et ignorées. Donc, cette approche régionale de province, nous devons avoir les coûts, comme j'ai dit, en termes de grand nombre d'élèves, les cellules de sensibilisation, de prévention. Nous avons reçu une personne qui émigrait du Sub-Sahara et nous a dit que les élèves là-bas abandonnaient l'école à cause de la violence et quand nous avons étudié les mécanismes pour la détection, le conseil de l'école, le conseil de classe, c'est l'instance de prévention, etc. Je lui ai dit qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit qu'ils ont visité les familles, les maisons. Après, je me suis demandé est-ce qu'ils ont été visités par quelqu'un, mais la réponse a été non. Donc, même les possibilités, les capacités disponibles, nous les ignorons aussi. Donc, il y a un mécanisme qui est offert. Il y a une solution parce que parfois, nous avons ce mécanisme de la médiation éducative et scolaire, mais ils ne sont jamais visités Ils ne sont jamais visités. Donc après, nous disons, pour quelle raison? S'il y a des responsables qui se déplacent mobiles, qui ne sont pas toujours à l'école, peu importe où la violence se déroule, ils ont les capacités pour se mobiliser, pour se déplacer. Donc c'est important, cet aspect est important et merci. Merci Monsieur le Moudni. Donc nous allons recevoir la dernière intervention après l'intervention au fond et je pense que nous avons dépassé le temps consacré pour ce débat. Nous avons dépassé le temps consacré pour le débat. Nous allons avoir un petit décalage dans le programme. Je suis sûr que pendant les ateliers, nous pouvons parler plus profondément sur ces sujets durant les ateliers. Donc nous allons les deux messieurs et nous allons clôturer. Merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation du Conseil Abdallah Azami. Je suis ici pas en tant que professionnel mais en tant que personne qui représente l'instance de la solidarité au Maroc qui est consacrée pour la formation, l'éducation et d'autres aspects de droit pour les professeurs, etc. Je suis très heureux après des années, et je suis très heureux de voir et de revoir des personnes comme les personnes qui participent ici aujourd'hui, docteur Mjid, pour la création des GPE, des commissions dans l'initiative nationale avec et le ministère de la Solidarité à la Famille aujourd'hui. Donc c'était une initiative, une expérience réussite et fructueuse et je lis ce que je dis maintenant avec ce qui a été. L'activation des recommandations avec des experts, des spécialistes, professeur Benaïch, tous les départements ministériels, les autorités locales, la psychologie des enfants, etc. Madame Benjloun, psychologue et pédiatrice aussi, elle est avec nous. Donc ce que je voulais mentionner, c'est que c'est très bien que nous avons beaucoup d'instances, beaucoup de commissions, beaucoup d'unités et les centres de suivi des droits de l'enfant et ces facilitations, soit publiques ou privées, doivent continuer et ne pas interrompre leurs activités pour quoi que ce soit comme raison. Donc nous avons une grande expérience et un grand nombre d'experts, de spécialistes aussi dans différents types de violences. Mais
cette interruption se déroule dans des expériences réussies et c'est très triste. Donc il y a une grande expérience que nous avons pu rassembler depuis de 2006 à 2010 au moins. C'était une expérience fructueuse et c'était une capitalisation aussi sur les résultats. Je dis toujours que nous devons partager, échanger les expériences réussies, mais il faut aussi utiliser ces résultats pour créer d'autres projets. Nous commençons après la ligne de fin, en fait, ou la ligne d'arrivée du projet précédent. Donc, le suivi de ces résultats dans cette formation, différents types de violences verbales, corporelles, basées sur le genre, etc. Nous trouvions toujours des résultats. Et il y a des horizons dans ces recommandations, dans les travaux de ces ateliers, une focalisation. Il doit y avoir une focalisation et une concentration sur des types de violences qui sont difficiles à détecter. S'il n'y a pas des experts, c'est la violence psychique envers les enfants. Pour lutter contre ce type de violence, c'est très difficile parce que c'est très difficile à détecter, de savoir ses caractéristiques, etc. Donc, il faut inclure, à mon avis, cette violence psychique et de trouver un concept collectif avec différents angles d'analyse et de comment nous voyons cette violence que nous pouvons pas constater facilement pour trouver des résultats, des solutions efficientes et efficaces. Merci. Monsieur au fond. Après, la dernière intervention sera pour l'élève. L'élève voudrait parler. Donc, tout d'abord, Mohamed Al-Khaytiar, coordinateur régional dans l'Académie régionale de Rabat. Un grand merci au Conseil supérieur pour cette opportunité, pour discuter sur cette thématique très importante et nous avons pu échanger les résultats de nos projets et nos expériences réussies. Parfois, après la discussion de la thématique et l'opinion publique, nous parlons beaucoup de la violence en milieu scolaire et nous oublions parfois de rappeler que l'école n'est pas la base de la violence. L'école ne cause pas la violence. Donc, je dis cela parce que nous avons mené beaucoup d'études avec des élèves qui sont sujets de violence et nous essayons de trouver les détails et les caractéristiques de la situation et parfois la violence vient de l'extérieur de l'école. Par exemple, le divorce, les problèmes familiaux, la pauvreté, la vulnérabilité, la précarité de la société et la communauté, cela cause des problèmes psychiques et mentaux pour l'enfant. Chez l'enfant, ce qui cause des problèmes au milieu scolaire et des violences. Donc l'école n'est pas la source de la violence. Et dans les pratiques à venir, je pense que nous devons construire sur ce que le ministère de Solidarité et de la Famille, avec les preuves, les indices, les formations, avec l'UNICEF, etc., nous devons construire en se basant sur tout cela. Parce que les expériences des années précédentes sont très fructueuses et ça peut enrichir les travaux et nos efforts à venir. Pour nous, il y a une nécessité pour le financement du projet de lutter contre la violence. Il doit y avoir un financement. Quand nous parlons de lutter contre la violence, il doit y avoir une structure et des centres d'écoute. Des centres d'écoute, c'est un espace qui doit nécessairement être dans l'école. C'est un espace nécessaire. Et quand nous créons ces espaces, ça devient une classe après. Donc il doit y avoir des espaces physiques
un centre d'écoute pour qu'il soit une destination des élèves sujets de violence. Il doit y avoir aussi un renouvellement du cadrement juridique judiciaire. Donc, quoi que ce soit comme cadre judiciaire, il doit y avoir une revue, une révision par rapport à la formation basique dans les centres de formation. Il doit y avoir des révisions aussi spécifiques pour la gestion de violence à l'intérieur des écoles. N'oublions pas que les professeurs nécessitent aussi une formation continue quand ils dépassent 10 ans de carrière, par exemple. Quand nous travaillons dans le combat contre la violence, quand nous voulons gérer la violence, c'est soit un club, c'est soit un professeur qui prend les choses en charge. Donc, après une période, nous lui disons contribuer avec nous pour lutter contre la violence, mais il doit y avoir des personnes et des individuels consacrés, spécialistes, experts dans cela. Donc après, Madame a insisté, donc nous allons écouter son intervention, mais le dernier qui va prendre la parole sera l'élève. Bonjour, je m'appelle professeur Samira Issam, membre dans la cellule d'écoute et coordinatrice scolaire en Fqih Ben Saleh, région Bni Mellal Khnifa. Donc, nous sommes tous d'accord que pour lutter contre la violence en milieu scolaire, il doit y avoir une concertation et les parties doivent travailler main en main et les secteurs aussi. Et dans les présentations que nous avons vues, nous avons pu constater une relation entre la santé mentale et les troubles de la santé mentale et la violence. Et parmi les mesures et les mécanismes de détection, c'est l'encouragement de la réclamation. Donc, en tant que responsable dans ces cellules d'écoute, le cahier sanitaire de l'enfant est important aussi. Il doit inclure la situation sanitaire de l'enfant, s'ils ont des problèmes comme le diabète, etc. Donc nous trouvons ce cahier sanitaire vide, sans détail. Pour qu'il soit efficace, il doit jouer son rôle et être rempli donc le cahier de santé doit jouer son rôle pour aider les professeurs et les cadres professionnels éducatifs. Bonjour, j'aimerais partager avec vous ma petite remarque. Je ne sais pas si c'est vrai ou tort, mais je ne sais pas si j'ai raison, mais je vais vous donner un petit exemple. Il y a un enfant qui vivait très bien avec sa famille, mais le problème que sa famille lui cause de la violence. Donc lui aussi, cet enfant va partir à l'école, il va causer de la violence aussi, lui, à son tour. Donc la violence fait la violence, à mon avis. La violence cause la violence. Et merci. Vous avez raison. Je vais brièvement, je vais céder la parole soit à Priya ou à Najat, mais je vous assure, nous pouvons continuer les discussions plus profondément durant les ateliers sur les thématiques mentionnées cette matinée. Donc à Priya, j'ai un petit commentaire qui est très général sur ce qui a été mentionné concernant la guérison de la violence ou le traitement de la violence. Les sanctions ne donnent pas de résultats, donc il faut agir sur le collectif scolaire et pas que les auteurs. Quand nous concentrons sur les auteurs, ça ne donne pas de résultats.
Il faut agir sur le climat scolaire. Je commence par Youssef et je continue avec les réponses après. Un élément qui a été beaucoup mentionné, c'est que effectivement, quand il y a une violence à l'intérieur de la famille, si cet élève a subi la violence dans son milieu familial, la violence doit être banalisée dans le milieu scolaire. Faire passer dans ce rapport, c'est que le milieu scolaire doit être sécurisé pour les élèves. Donc, et c'est pour ça, effectivement, on a insisté sur les corrélations avec le climat scolaire et les éléments du climat scolaire. Madame, vous avez trop insisté sur ces éléments. On a étudié plusieurs aspects le climat scolaire, donc le climat de relationnel, y compris le bien-être. Effectivement, il y avait beaucoup de questions qui insistent sur le bien-être d'élèves et leur sentiment d'appartenance à l'établissement. Il y avait aussi des éléments sur le climat éducatif, le climat de justice, parce qu'effectivement, les enfants, ils subissent de la punition de la part de leurs enseignants. Est-ce qu'ils se sentent que cette punition est juste ou injuste? Il y a aussi effectivement le climat de sécurité, notamment le sentiment de peur dans l'établissement. Et finalement, on a étudié l'ensemble de ces éléments pour construire un indice de climat scolaire qui est un indice en réalité qui tente, qui au fil des années baisse. Ça veut dire qu'au secondaire, au primaire, je ne dirais pas qu'il est positif à 100%, mais il est nettement positif par rapport au secondaire collégial. Mais là encore, au secondaire qualifiant, le climat, en fait, l'indice, il tente vers le négatif. Donc voilà par rapport les éléments du climat scolaire. Il y avait une question sur le fait que l'étude se base sur les déclarations des élèves, mais effectivement l'étude elle s'est basée sur les déclarations des élèves, mais elle a touché aussi le personnel enseignant, elle a touché aussi les parents d'élèves pour le volet qualitatif, puisqu'on a aussi réalisé des focus group avec les élèves, avec les enseignants, mais aussi avec les parents. Des entretiens ont été aussi réalisés avec les directeurs des établissements cibles. Donc, en fait, on a essayé de voir l'ensemble des acteurs parce que notre étude, elle a ciblé le milieu scolaire. Donc, on est vraiment dans l'établissement. On n'est pas en dehors de l'établissement. Donc, on n'est pas allé chercher un peu les causes de cette violence. On a cherché les facteurs dans l'établissement, les facteurs déterminants qui sont en lien avec le climat scolaire. C'est important de signaler parce que cette question revient souvent sur les causes de cette violence qui sont parfois des causes sociaux, des causes culturelles ou donc là, ces aspects ou familiales, ces aspects n'ont été pas en fait ciblés par notre étude. Donc voilà, en fait, je voulais juste réagir par rapport à ces points. Merci encore une fois. Merci. Merci, Ria. Najat? Je vais être brève parce que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Et donc, je pense très honnêtement que quand on fait c'est extraordinaire, parce que pas uniquement au Maroc, dès qu'on cherche qui est le responsable. Et on cherche à punir le responsable de la violence. Le vrai débat, c'est qu'on est dans un système où il y a beaucoup d'éléments qui incitent à la violence, de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Et je pense que là, c'est pas dire c'est les professeurs, mais il est impossible de protéger les enfants contre toutes les formes de violence. Du fait, si on n'a pas, c'est facile à dire approche intégrée, l'école, c'est l'école, je ne parle pas du système, l'éducation, elle dépasse l'école. L'éducation, ce n'est pas que l'enseignement. L'école, le système éducatif, le village, le point, c'est énorme. Donc, si on ne travaille pas en lien, ça ne marche pas. Il suffit qu'une chaîne dysfonctionne,
tout dysfonctionne. Et je crois que c'est le message qu'on doit réellement porter. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point sur lequel vous êtes venue, madame, sur le Canada, que je connais bien, je ne pense pas que le Maroc a besoin de copy-paste ou faire... Je crois très honnêtement, on a tous les ingrédients. On a la bonne analyse, on a les bons outils. Maintenant, ce qui est important, c'est de s'asseoir avec ceux qui les utilisent. Et ceux qui utilisent les services, ce sont les enfants, les enseignants, les parents. S'ils ne sont pas contents, ça aurait été un secteur privé, ce serait une entreprise, ils auraient fermé il y a longtemps. Donc moi, je pense que c'est très important d'avoir quand même cette approche. Et c'est pour ça que le participatif, écouter l'enfant, écouter l'enseignant, écouter le reste, est capital. Et puis ce que je voulais dire, et le dernier pour répondre à Youssef, la violence domestique, parce que être victime de violence, on peut être victime de violence directe, mais observer. Mais كتشوف وتتعيش العنف يومي كتشوفه كيكون تأثير. Et c'est clairement honnêtement. Et on ne peut pas. Et moi, ce qui me dérange اللي خارج ديال من عقلي الآن هي هاد لا tolérance ولينا كنهضروا على العنف بحال شي حاجة عادية. On est en train de normaliser, mon Dieu, le mot violence. Et ce n'est pas que le Maroc. Et moi, ça me fait très, très peur. Le mot, on l'utilise, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, franchement, j'espère qu'à la fin, فقط يومين الاقل من يومين لان كل شيء عرضنا غير يا ربي باش غنبداو ونفعلوها عباد الله سي بوسيبل اون ني با لا دير ليكول في مال هذا يفي مال نو parce que vous pouvez, le ministère de l'Éducation peut faire une très belle chose ici. Le problème, c'est comment on l'adapte dans Ben Saleh, comment on l'adapte comment on l'adapte ici. Et je pense qu'il y a tous les ingrédients. Donc, on va y arriver. Je l'espère de tout cœur. De toute façon, je vous suivrai. Donc, comme ça, je verrai ce qui se passe. Merci. Merci. Donc, je crois qu'on a tout dit cette matinée. Il y avait un diagnostic et nous avons vu que tous les aspects dont on a parlé sont à propos des causes et de la violence en nous payant un prix très cher et ça a un impact sur social, de santé, etc. Et il y a aussi des expériences auxquelles il faut avoir accès. Donc maintenant, la question est comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble toutes ces idées éclairées dans la réalité de l'école au Maroc, ainsi que la réalité de l'école marocaine. C'est à lui d'appliquer tout ce qui a été dit. Quand on parle de la violence dans la société, dans la rue et dans la famille, c'est comme si... c'est comme nous rendions la violence normale, alors que l'école doit être un milieu de sécurité pour les enfants, parce que ça peut impacter la famille, la rue et tout ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout cela. Et ce qui se passe à l'école, ce n'est pas la base de tous les aspects dont on a parlé. Merci à vous tous pour vos contributions et je pense que ces idées, vous y reviendrez pratiquement pendant les ateliers. Merci à vous tous et je suis très heureuse d'être parmi vous cette matinée.